Dimanche 4 novembre 2018, vous êtes bien sur votre radio préférée, la radio Kadek Betawe FM 88.5. Et aujourd'hui, comme convenu, vous suivez votre émission favorite, Betawe Actualité. Alors, Betawe Actualité reçoit ce matin un jeune très dynamique, M. Djibi Sow de Action Aid Sénégal. Alors, il est également le chargé de parrainage, mais aussi le point focal communication et engagement des jeunes. Il est aussi le superviseur national de Activista. Alors, avec M. Djibi Sow de Action Aid Sénégal, nous allons discuter de beaucoup de projets, mais surtout le projet agroécologie et résilience, mais aussi AFD Bamtal Réopé, le projet GAPS, c'est-à-dire Global Agriculture and Food Security Programme, c'est-à-dire le programme de l'agriculture sur la sécurité alimentaire, et enfin le projet suédois. Bonjour, M. Djibi Sow. Bonjour, M. Kébé. En tout cas, c'est un honneur le fait que vous avez accepté de venir répondre à notre invitation. Alors, première question, en tout cas, on voudrait connaître vos humanités davantage. Merci, M. Kébé. Merci également aux auditeurs et auditrices de Betawe FM. Je commence d'abord par remercier l'équipe technique, mais également l'animateur que vous êtes. Pour parler un peu de mes humanités, je commence d'abord par donner juste l'ENEA comme point de repère, parce que ENEA, j'ai intégré cette structure à partir de 2007 et jusqu'à 2010, et pour sortir comme inspecteur de l'animation du développement, avant d'intégrer une structure qu'on nomme APROFES, qui est basée à Kaolack, à Kasnack exactement, et pour servir comme chargé de programme au niveau de la localité de Djilor. Avant, on l'appelait DA, Development Area, mais maintenant c'est LRP. Donc c'est des jargons en anglais. DA qui signifie Development Area, qui parle un peu de zone de développement. Et maintenant LRP, Local Right Programme, zone basée sur les droits humains. Maintenant, depuis 2013, j'ai intégré la structure qu'on nomme Action Aid comme chargé de parrainage au niveau de la zone S. Mais par la suite, j'ai acquis un peu mal d'expérience et j'ai commencé à travailler dans la communication, mais également dans l'engagement des jeunes à travers le mouvement Activista qu'Action Aid International a mis en place. Alors, vous avez dit que vous êtes sorti de l'ENEA comme inspecteur de l'animation. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'au niveau de l'ENEA, on a le département de l'aménagement, ATVU, département PEGO et département EDA, qui est devenu DECOF par la suite. Maintenant, animation, dans ce département, on a deux profils de sortie, des inspecteurs de l'animation du développement et des médiateurs pédagogiques. Nous suivons le même cursus, mais au sortie, chacun a le droit de choisir la qualification qu'on peut lui attribuer, quoi. Et moi, j'avais choisi animation du développement. Parce que ma vocation, c'était de travailler dans le développement et pour intégrer les ONG, mais intégrer les organes de développement. Maintenant, par rapport à l'animation, inspecteur de l'animation du développement, ce que ça signifie en termes de cursus et de contenu pédagogique, c'est-à-dire que nous, dès la première année, nous sommes en immersion au niveau local et nous apprenons beaucoup de choses dans le cadre du développement en intégrant un peu les aspects de développement au niveau des anciennes communautés rurales, mais qui sont devenues actuellement des communes. Mais aussi, on travaille dans tous les secteurs de développement au niveau de ces structures. Donc, au sorti, un étudiant de ENEA, tu deviens automatiquement opérationnel. Donc, c'est-à-dire que c'est à travers des stages immersion, stages d'analyse et stages PADT
là automatiquement tu deviens opérationnel dans le cadre de développement des PLD, mais également dans la mise en œuvre des activités de développement. Donc c'est pour cela que je n'ai pas fait de stage d'échoues. Automatiquement, j'avais intégré le programme de ActionAid à travers APROFES au niveau de Djilor. Ok, alors vous êtes de ActionAid Sénégal. Alors qu'est-ce qui justifie réellement votre choix? ActionAid Sénégal, ce qui justifie mon choix, parce que ActionAid Sénégal, c'est une ONG qui travaille dans la lutte contre l'injustice. Parce que ActionAid, son entendement de la pauvreté, c'est pas des ressources qui manquent, ça veut dire que les ressources sont inégalement réparties au niveau des localités. Quelque part, pour lutter contre la pauvreté, il faut lutter contre ces injustices. Par exemple, je peux juste donner l'exemple de Kédougou. On parle de Kédougou, c'est une zone minière où on a beaucoup d'or, beaucoup de ressources minières, alors qu'on sent à chaque fois la pauvreté au niveau de cette localité-là. Mais quel est le problème? Le problème en est que les ressources ne sont pas équitablement réparties au niveau de cette localité-là. Et donc, ActionAid, la pauvreté, on est conscient qu'il y a pauvreté parce que les ressources sont inégalement réparties. Si les ressources étaient légalement réparties, là, à ce niveau-là, on n'aura pas de pauvreté. Chacun pourra vivre convenablement par rapport aux ressources qu'on gagne. Alors, ActionAid est présent au Sénégal et peut-être dans d'autres pays africains. Est-ce qu'on peut avoir le nombre? ActionAid est présent au niveau de 45 pays à travers le monde. Donc, c'est une fédération qui a commencé ses activités à partir de 1972. Son bureau international se trouvait à Londres, mais par la suite, ils ont déménagé en Afrique du Sud, c'est-à-dire Djobo. Le programme d'ActionAid Sénégal a démarré à partir de 2001 dans la commune rurale de Djosson, qui est devenue maintenant une commune. Mais après, par la suite, nous sommes sortis du département de Foundiougne pour aller vers les régions de Tamba et Kédougou. Et actuellement, nous sommes au niveau de 9 zones d'intervention, 4 dans la région de Fatick, 4 dans la région de Tamba et une zone dans la région de Kédougou. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas un bon maillage donc, de ActionAid au niveau du Sénégal. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par maillage, parce que les ONG aussi, on n'a pas une obligation d'intervenir dans toute l'étendue du Sénégal. Donc chaque ONG, selon tes objectifs, selon tes cibles, tu peux, à travers tes interventions, c'est-à-dire commencer là où tu te sens vraiment à l'aise pour mettre en œuvre ton programme. Et pour le moment, nous sommes limités juste au niveau de ces 3 régions, à savoir Fatick, Tambacounda et Kédougou. Et j'ose espérer que dans le cadre du développement de notre programme et éventuellement d'autres projets, qu'on puisse intervenir dans d'autres régions comme Ziguinchor, mais également Saint-Louis. Alors, vous allez nous dire davantage sur le logo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas réellement ce que signifie ActionAid. Ok. ActionAid, comme je l'ai dit tantôt, c'est une fédération qui est présente au niveau de 45 pays. Le logo, concrètement, ce que ça signifie, ActionAid, comme ça s'écrit, ActionAid, mais pas E à la fin. Souvent, on nous confond avec Aid-Action, donc ce n'est pas les mêmes ONG. ActionAid, le logo signifie exactement, on peut le diviser en trois mots. Act, on, aide. C'est-à-dire qu'on agit à travers l'aide. C'est-à-dire qu'après le acte, il y a un point d'exclamation au niveau du logo qui signifie, c'est-à-dire une interpellation, c'est-à-dire à travers l'acte, à travers nos activités de sensibilisation, de plaidoyer, on interpelle les autorités à ce qu'ils jouent pleinement leur rôle, à interpeller sur des injustices qui existent au niveau communautaire, comme au niveau local, national et voire même international. Donc le logo vraiment montre clairement notre position par rapport à la pauvreté, mais par rapport également à l'injustice. Donc on agit à travers l'aide, donc en aidant les communautés à s'éveiller à travers les cercles réflexion action qu'on a mis au niveau local. Et ces cercles-là jouent pleinement leur rôle dans le cadre de la conscientisation et d'éveil au niveau communautaire pour qu'ils puissent vraiment répondre pleinement à leurs préoccupations au niveau communautaire. Donc on peut aborder
expliquer clairement quel est le rôle de ces cercles-là au niveau LRP, mais également au niveau national. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure que Action Aid, en fait, est préoccupée par les ressources qui sont inégalement réparties. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger? Ce qu'il faut faire pour corriger, parce que récemment, on a développé une stratégie de 10 ans, à partir de 2018 jusqu'à 2028, pour ce qui concerne Action Aid International. Et à ce niveau-là, on travaille sur trois R. Right, redistribution et résilience. C'est des mots en anglais. Right, c'est-à-dire que droit, redistribution, comme tu l'entends, et résilience. C'est-à-dire que nous, Action Aid International, ce qu'ils ont constaté, c'est-à-dire qu'il faut agir d'abord par les droits, parce que c'est notre porte d'entrée, mais après, agir sur la redistribution des ressources. Par exemple, une communauté qui regorge pas mal de ressources, donc quelque part, elle doit se sentir impliquée dans le processus d'identification, d'exploitation, mais également de commercialisation, pour que vraiment qu'ils puissent bénéficier des investissements au niveau social, c'est-à-dire que sur le plan éducatif, sanitaire et ainsi de suite, quoi. Donc, Action Aid, dans le cadre de cette nouvelle stratégie, on travaille avec les partenaires, mais en parallèle, par rapport à cette stratégie internationale, on a développé une stratégie nationale. Et cette stratégie, elle va durer 5 ans pour le moment. Après, on va l'évaluer pour aller vers une autre stratégie. Et le nom de cette stratégie, c'est une justice sociale pour les femmes et les filles agissant maintenant. C'est-à-dire, comme je l'avais dit pour le logo, c'est-à-dire que Action Aid pousse les gens à agir. Ce n'est pas lui simplement qui va venir et lutter pour les communautés. Donc, il les concentre et les oriente pour qu'ils s'activent dans ce niveau-là. Maintenant, au niveau de cette stratégie, on a 3 priorités. Et la première priorité, c'est la reconnaissance accrue de l'impact des normes de genre négatives sur les droits des filles et des femmes dans 3 régions du Sénégal. Pourquoi 3 régions du Sénégal? Je l'avais déjà expliqué, parce que nous sommes présents au niveau de Fatick, Tambacounda et Kédougou. Et la deuxième priorité, parce que la première priorité traite un peu des questions de violence, d'injustice à l'égard des femmes et des filles. Maintenant, la deuxième priorité, qui travaille particulièrement dans le domaine de l'éducation, là, on peut la citer. Les communautés s'attaquent à 2 barrières sociales qui limitent l'accès des filles à l'éducation dans les 3 régions. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, on avait déroulé une étude pour identifier les normes sociales au niveau de nos zones d'intervention. Et pour cette stratégie, on compte vraiment s'attaquer à 2 barrières sociales qui limitent l'accès des filles à l'éducation au niveau de chaque localité. Parce que ces barrières-là peuvent différer d'une zone à une autre. Donc à ce niveau-là, sur la priorité D, on travaille exactement au niveau de l'éducation. Maintenant, pour la troisième et dernière priorité, c'est-à-dire promouvoir l'autonomisation économique des femmes par l'élimination des normes de genre qui limitent leur droit à une gestion durable des ressources naturelles. C'est-à-dire que quand on va vers une communauté, par exemple, on peut être présent à Koussanar ou Bala. Bala est une zone qui est naturellement où on a le baobab, qui est vraiment un arbre qui est présent au niveau de cette localité-là. Et à ce niveau-là, comment on accompagne les femmes à ce qu'elles intègrent vraiment le circuit économique de cette exploitation. Par exemple, le fruit, souvent, il est bazardé par soit les paysans ou bien d'autres familles vraiment qui les exploitent à d'autres fins. Donc à ce niveau-là, normalement, nous interpellons vraiment la commune à travers le maire pour qu'il accompagne davantage les femmes à ce qu'elles intègrent vraiment le circuit économique du PNHR. Et on est en train de mener pas mal d'activités pour accompagner les femmes à travers les formations, la mise en place d'unités pour vraiment les accompagner. Donc par rapport à ces ressources-là, vraiment c'est une des priorités pour accompagner les communautés à ce qu'elles intègrent
les ressources naturelles qui existent au niveau de leur communauté. Alors, donc, par rapport à la priorité numéro 1, concernant la vulgarisation des droits des filles et des femmes, où est-ce que vous en êtes réellement? Actuellement, au niveau de nos zones d'intervention, parce que comme je l'avais dit tantôt, nous sommes au niveau de 9 zones, et au niveau de ces zones-là, on ne travaille pas directement. Par exemple, pour travailler dans une communauté, il nous faut d'abord un partenaire qui est reconnu au niveau de cette localité-là, ou qui a même des actions ou des activités au niveau de cette localité. Et au niveau de chaque LRP, on a un partenaire présent. Par exemple, à Niodior, on a le cadre qui est là-bas, à Djilor, à Professe, Diossong, il y a le Cocochep, Tamba, il y a le CCF, Koussana, Fédération Yakar Nyaliouli et j'en passe. Et par rapport à cette priorité-là, nous avons d'abord mis en place des cercles réflexion action. Et ces cercles-là, leur premier rôle, c'est-à-dire d'être conscients de leur situation. C'est-à-dire qu'à travers les discussions qu'ils mènent entre eux, c'est-à-dire qu'au niveau de ces cercles-là, avant, c'était juste des cercles réflexes. Il n'y avait que les femmes au niveau de ces instances. Mais depuis 2016, on a intégré les autres couches de la communauté, comme les jeunes, les handicapés, ainsi de suite. Donc, toutes ces couches-là, si elles travaillent ensemble et qu'elles discutent, quelque part, on peut du coup reconnaître vraiment ce qu'ils font en termes reconnaître vraiment leur situation. Et je sais que, comme on le dit en Wolof, c'est-à-dire que la communauté doit travailler sur ces problèmes-là, les identifier et mettre en place un plan d'action. Et au niveau de chaque cercle, on a un plan d'action qui essaie de lutter contre la situation économique, la situation sociale, vraiment les problèmes auxquels ils font face, pour vraiment essayer de les résoudre. Alors, la priorité parle de l'éducation, mais pratiquement l'accès des filles en fait ne pose plus problème, mais surtout c'est le maintien. Alors là, où est-ce que vous en êtes? Par rapport à la priorité 2, Actionnaire International avait développé un outil de plaidoyer, c'est-à-dire que le PRS, c'est Promoting Right at School, c'est-à-dire que la promotion des droits à l'école. Parce que nous, à chaque fois, dans chaque priorité, vous entendez souvent, on parle de droits. Parce que ce que nous disons, c'est-à-dire quand nos droits sont respectés, quelque part, vraiment, on n'aura plus de pauvreté, on n'aura plus de problème. L'éducation, c'est un droit fondamental pour chaque enfant, particulièrement les filles. Mais par rapport à cette priorité-là, on a développé un outil qu'on appelle le PRS et qu'on est en train de vulgariser. Les partenaires sont formés sur ça, les organisations de la société civile à travers les syndicats et autres, comme la COSIDEP, ils sont déjà formés, c'est un acteur principal dans le cadre de la mise en œuvre de cet outil. Maintenant, on a commencé d'abord à mener des activités de vulgarisation au niveau communautaire, mais également on a mené des études. Par exemple, pour que ces droits-là, ces 10 droits-là soient respectés, il va falloir faire un diagnostic au niveau de chaque école, par exemple, pour voir par rapport à ces 10 droits où est-ce que nous en sommes, pour pouvoir vraiment poser les jalons et voir où est-ce que on va aller pour résoudre ce problème-là. Et ces études-là, ces études ont été faites. Maintenant, il va falloir vraiment essayer de travailler sur la compilation pour en faire un rapport régional et voire national. Et ce rapport-là sera déposé auprès des autorités compétentes pour leur montrer réellement la situation de l'éducation au niveau de nos zones d'intervention, pour qu'ils puissent agir et résoudre concrètement le problème d'éducation, particulièrement l'éducation des filles. Mais jusque-là, ce que vous dites, ce n'est qu'un diagnostic, mais concrètement, est-ce que vous aidez en fait l'école sénégalaise? C'est ça. Concrètement, c'est-à-dire qu'Action Aid, avant, dans le cadre de nos interventions, avant même l'arrivée du PRS... Est-ce que vous intervenez également dans les écoles? C'est ce que je veux dire. C'est ça. C'est là où je veux en venir. Avant, on accompagnait les écoles dans la mise en place de boutiques scolaires, de cantines scolaires, mais également la formation des enseignants. Parce que comme vous le savez, à un moment donné, on avait un recrutement massif d'enseignants qui n'étaient pas du tout formés. N'est-ce pas? Ça, vous le savez bien comment. Donc, Action Aid à un niveau,
on avait fait, à travers un projet GATE, ils avaient fait une étude pour montrer ce gap-là. Et au niveau de nos zones d'intervention, nous avons travaillé avec les collectivités locales, mais également les IF, pour accompagner ces enseignants-là à ce qu'ils soient formés davantage dans leur domaine. Dans leur domaine de compétences. Donc ces formations-là ont été menées, mais on a mis au niveau de chaque école des boutiques scolaires. C'est-à-dire l'importance de ces boutiques scolaires-là, comme vous le savez, en octobre, le paysan, normalement, il n'a pas récolté, ils n'ont pas de ressources. Maintenant, par rapport, pour essayer de résoudre ça, on a mis en place des boutiques scolaires pour essayer de supporter ces parents-là. Et pour les supporter, les articles qu'on vend sur le marché à 100 francs, on les vend au niveau de la boutique 50 francs par exemple, comme des cahiers, des bics et autres. Donc on travaille jusqu'ici, ces boutiques-là existent au niveau de ces écoles-là. Maintenant, on ne peut pas travailler carrément, se substituer à l'État. Nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est-à-dire que de montrer des exemples, et c'est à travers ces exemples-là, on essaie de les capitaliser et montrer ça à l'État pour lui dire que vraiment, voici un programme qui marche et sur lequel vous pouvez vous baser vraiment pour réussir votre politique de l'éducation Alors, en tout cas, au niveau de Action Aid aussi, je vois qu'il y a beaucoup de concepts en fait très codés ou bien très anglais, si je puis m'exprimer ainsi. Est-ce que là, le bas peuple vous comprend vite? Non, comme vous le savez, c'est-à-dire que ActionAid, comme vous le savez, c'est une ONG anglaise. Donc, toute la documentation qu'on reçoit, c'est en anglais. Donc, nous sommes un des rares pays anglophones, francophones autant pour moi, qui travaillent au niveau d'ActionAid. Donc, nous sommes obligés, de temps à autre, à travers les formations et autres, d'expliquer certains concepts. Comme parler de PRS. Par exemple, les communautés, ils comprennent carrément le mot PRS, quoi. Parce que quand PRS, ils savent qu'on travaille au niveau de l'éducation. Mais c'est technique, réellement, qui bloque. Non, bon, pour moi, ça ne bloque pas. Parce qu'on parvient quand même au niveau communautaire de travailler sur des concepts vraiment qui permettent de nous lier. Par exemple, un des projets qu'on a mis en place. Par exemple, aujourd'hui, quand vous allez à Bala ou à Koussanar, ainsi de suite, et que vous parlez automatiquement Bamta Rewbe, là, ils vont te dire carrément, c'est un projet d'ActionAid qui travaille sur l'autonomisation économique et politique des femmes, mais également la mise en place de réseaux. Donc, tout ça, ça veut dire qu'on parvient quand même à trouver des concepts au niveau local qui permettent aux communautés vraiment d'intégrer nos projets et programmes. Et là où je voulais juste ouvrir une parenthèse par rapport à comprendre les sources de financement de ActionAid. ActionAid est une ONG qui dépend à 80 voire même 90% du parrainage. Comme je l'avais dit dans ma présentation, je suis chargé de parrainage au niveau de la zone Est. Donc 90% de nos ressources viennent des parrainages. Et vous parlez de parrainage, c'est quoi au juste? Parrainage, c'est-à-dire que ActionAid, c'est une ONG qui dépend du parrainage, ActionAid International. Maintenant, pour ce qui concerne le Sénégal, nous dépendons de 4 pays particulièrement. C'est-à-dire qu'on dépend de l'Angleterre, l'Italie, la Suède et la Grèce. Donc ce sont ces pays-là qui parrainent nos enfants au niveau de ces localités-là. Et pour les parrainer, chaque mois ou chaque an, ils contribuent à un montant bien déterminé. Et ce montant-là est reversé au niveau communautaire à travers nos programmes et projets d'investissement. Donc, pour essayer de soutenir le programme, c'est pour cela que nous écrivons souvent des projets que nous soumettons à des bailleurs pour vraiment essayer de nous appuyer davantage dans le cadre du programme. Alors, au niveau de ActionAid également, je vois que vous travaillez beaucoup sur la résilience. Est-ce que vous avez des statistiques concernant l'autonomisation économique des femmes? Bon, je ne peux pas du coup vous donner des statistiques exactes, mais on a mis en place quand même des mécanismes qui permettent à ces femmes-là
d'être autonome sur le plan économique et social au niveau de ces communautés. Mais à travers la résilience, on avait mis en place un projet, le projet agroécologie et résilience, qui travaille on va y revenir. Mais par rapport à la résilience, on a quand même fait comprendre aux communautés, c'est elles-mêmes qui doivent vraiment trouver des mécanismes pour lutter contre le phénomène des changements climatiques, les pluies qui se raréfient maintenant, les sols qui ne répondent plus à certaines spéculations. Donc tout ça, on a essayé quand même de les accompagner à travers des formations, mais des orientations, tout en travaillant avec les services techniques de l'État, comme le DER et autres, et l'INP également, qui travaille un peu sur les sols. Donc à ce niveau-là, on a accompagné ces communautés afin qu'ils puissent développer des stratégies pour lutter contre certains phénomènes liés au changement climatique, à travers la mise en place de diguettes et ainsi de suite, l'utilisation du compost comme solution pour lutter contre les engrais chimiques qui ne font que détruire le sol, quoi. Donc ce sont là vraiment des mécanismes de résilience qu'on a mis en place pour accompagner davantage les femmes et les communautés de nos zones d'intervention. Donc à côté de l'économie également, il y a l'autonomisation politique des femmes. Là, qu'est-ce que vous insinuez? L'autonomisation politique des femmes, parce que on a quand même noté des avancées au niveau du Sénégal à travers vraiment la loi sur la parité. Sur la parité, okay. Sur la parité, qui dit qu'au niveau des instances électives, on doit avoir 50% d'hommes et 50% de femmes. Et le constat qu'on a fait, on peut aller au niveau d'une collectivité locale quelconque et trouver ce nombre-là bien respecté. Mais c'est au niveau des instances de décision qu'on sent vraiment des manquements. Par exemple, on voit qu'il y a 50% de femmes et 50% d'hommes, mais les femmes au niveau de ces instances ne sont pas tellement responsabilisées. Par exemple, tu vois au niveau d'une commune, par exemple, du maire premier jusqu'au dernier adjoint, ce n'est que des hommes. Donc les femmes sont laissées carrément en rade au niveau de ces instances-là. Même à part la commission qui gère un peu les aspects droits des femmes, ainsi de suite, ou genre, toutes les autres commissions sont gérées par les hommes. Et à ce niveau-là, mais là aussi, est-ce qu'il n'y a pas réellement un problème de niveau qui se pose? Non, c'est là où nous voulons agir. Vraiment, ça c'est une avancée qu'on a notée. On n'avait pas assez de femmes au niveau des instances. Maintenant, on a des femmes au niveau des instances des collectivités locales. Maintenant, pour essayer de les accompagner, c'est pour cela qu'on a mis en place une série de formations sur le leadership féminin, sur le plaidoyer. Par exemple, une femme qui est là au niveau d'une collectivité, qui ne sait pas s'exprimer ou parler en public, là, elle ne saura pas défendre vraiment les problèmes des femmes qu'elle représente au niveau de la commune. Donc cet aspect genre n'est pas... Bien la loi existe, mais du point de vue responsabilité, ça manque toujours. C'est pour ça qu'au niveau bon, je ne veux pas aborder du coup les projets, mais sur l'autonomisation politique des femmes, on a mené pas mal d'activités depuis Kédougou. Maintenant, on sent que les femmes intègrent maintenant les instances de prise de décision à travers les collectivités locales. Par exemple, à Balamena, quand tu vas au niveau de la vice-mairesse, c'est à Omahanera, mais également au niveau de... il y a une femme aussi qui habite à Tiara, qui est carrément responsable au niveau... Parce que ces femmes-là viennent des cercles réflexion action. C'est-à-dire qu'elles ont été formées et conscientisées et elles savent maintenant s'exprimer en public pour vraiment défendre leur cause au niveau de qui. Donc pour vraiment profiter de cette loi-là et responsabiliser les femmes au niveau de ces instances de décision, vraiment, nous y travaillons avec nos partenaires au niveau local. Alors, en tout cas, au niveau de Tambacounda, il y a une surexploitation de la forêt, de la brousse, je veux dire. Donc, je fais allusion surtout au charbon de bois. Alors que dans votre programme également, vous parlez de gestion durable des ressources naturelles. Alors là, qu'est-ce que vous dites? Par rapport à cette gestion-là, on a quand même travaillé avec les collectivités locales, tout en les accompagnant en mettant en place des comités de gestion des ressources naturelles.
à travers un de nos projets, le projet FAO, mais également le projet agroécologie et résilience. Et ces instances-là jouent le rôle de prévention. C'est-à-dire que quand ils constatent certains manquements, eux, ils ne donnent pas de sanctions ou de décisions quelconques, mais ils rédigent des rapports qu'ils déposent au niveau des collectivités locales, mais également au niveau du représentant de l'État, à travers peut-être ça peut être le sous-préfet ou le préfet éventuellement, pour leur montrer vraiment les problèmes qui existent dans l'exploitation de ces ressources-là. Et nous y travaillons au niveau de Koussanar, également à Bala, à travers l'exploitation du pain de change, mais pour que vraiment les communautés puissent jouer leur premier rôle d'avant-garde. Par exemple, c'est une ressource qui les appartient. S'ils permettent à d'autres individus de venir vraiment les brader, vraiment l'avenir vraiment de leurs enfants sera vraiment hypothéqué. Donc de ce point de vue, vraiment nous y travaillons à travers les projets, mais également à travers le programme dans le cadre vraiment de l'accompagnement de ces communautés-là. À l'attention de nos auditeurs, je rappelle que notre invité du jour est M. Djibi Sow de Action Aid Sénégal, mais aussi il est le chargé de parrainage, mais aussi point focal communication et engagement des jeunes. Alors avec lui maintenant nous allons aborder donc le projet agroécologie et résilience. Vous allez nous expliquer davantage. Le projet agroécologie et résilience est mené au niveau de nos 3 zones d'intervention. Dans la zone de Niodior, Missira et Kédougou. Et le projet s'active dans la mise en place de mécanismes de résilience, mais également l'accompagnement des communautés à ce qu'ils comprennent davantage les effets et phénomènes de changement climatique. Par exemple, une communauté qui s'attendait vraiment à une pluie abondante et qu'elle constate qu'il y a des changements vraiment qui viennent et qu'elle n'essaie pas de s'adapter, quelque part ça peut la mener à la perte. Et ce projet-là vraiment a mis en place beaucoup d'activités pour d'abord, les conscientiser, mais d'abord, en plus de cela, a mis en place vraiment des mécanismes et des activités et des techniques vraiment qui permettent à ces communautés-là de lutter contre ces phénomènes-là. Par exemple, au niveau de ces zones d'intervention, on a mis en place des comités de gestion des risques et catastrophes. Et ces comités-là jouent le rôle d'avant-gardiste, c'est-à-dire qu'ils essaient de conscientiser leurs pairs par rapport à une situation bien donnée. Par exemple, si on va vers les zones insulaires, par exemple comme Niodior, c'est une zone où l'avancée de la mer joue vraiment un rôle négatif dans la stabilité de ces communautés-là. Et à ce niveau-là, ils ont mis en place vraiment des techniques de prévention, c'est-à-dire aller travailler dans le reboisement des mangroves. Parce que les mangroves, comme on le sait, permettent d'atténuer cette avancée de la mer. Mais également travailler dans la mise en place de diguettes. Et de mettre en place aussi des tableaux climatiques. Et ces tableaux climatiques-là, on a travaillé à travers un partenariat avec l'ANACIM qui nous a accompagnés dans l'information climatique. Par exemple, comme on le dirait, prévenir permet vraiment d'anticiper sur un problème éventuel. Par exemple, c'est des tableaux qui montrent aux communautés pour qu'ils comprennent l'information climatique. Par exemple, si vous lisez la météo, vous n'avez pas d'information, vous ne pouvez pas l'expliquer plus tard. Maintenant, il y a des représentants qui ont été formés et on a mis en place des tableaux et on leur a donné des téléphones qu'ils communiquent directement avec l'ANACIM. Et à chaque fois qu'ils sentent que la mer est agitée, et ainsi de suite, il y a des signes qu'ils mettent au niveau de ce tableau-là. La personne qui va aller en mer, quand il va au niveau du tableau, il saura que voici la situation qui risque d'arriver et il va prendre ses dispositions par rapport à cette situation-là. Maintenant, au niveau de Kédougou, par exemple, on a mis en place des diguettes. Par exemple, on a senti au niveau de certaines localités, ils sont confrontés à le phénomène d'érosion des sols. Et cette érosion-là ne joue pas pleinement sur le maintien un peu de la richesse des sols. Et pour ce faire, on a mis en place des diguettes qui permettent vraiment
de maintenir un peu l'eau, mais également de ne pas lessiver davantage le sol. Et ces communautés-là ont travaillé dans la mise en place de ces mécanismes-là. Et des comités de gestion aussi des risques et catastrophes ont été mis en place vraiment pour accompagner les communautés à qu'ils comprennent le phénomène de changement climatique. Ok, en tout cas c'est excellent. Vous nous avez parlé de Fatick et de Kédougou, mais au niveau de Tambacounda, quelles sont les activités que vous avez eu à dérouler? Tambacounda est une particularité dans le déroulement du programme de ActionAid. Comme vous le savez, ActionAid travaille à travers le parrainage. Et là où on n'a pas le parrainage, souvent on intervenait juste à travers les activités avec les partenaires nationaux et autres. Maintenant, la particularité de Tamba, c'est juste lié avec le projet AFD Bamta-Réobé, qui a vraiment ciblé Tamba comme zone bénéficiaire. Et à ce niveau-là, nous travaillons avec le CCF et le projet a pris fin en septembre passé. Et maintenant, les activités qu'on a mis en place au niveau de Tamba, c'est-à-dire qu'on a mis en place des cercles Reflection Action, c'est-à-dire que ces cercles sont nos points d'entrée dans le cadre programmatique d'ActionAid. Mais également, on a mis à côté de ces cercles-là des groupes avec composés de 25 femmes. Et que ces femmes-là se rencontrent chaque semaine pour faire des cotisations et qu'ils essaient de lutter contre le phénomène économique et de faire face aussi aux institutions de microfinance, parce qu'ils ne maîtrisent pas les taux et souvent ils sont confrontés à des problèmes de remboursement et autres. Et au niveau de ces AVEC-là, ils peuvent gérer carrément leurs ressources et jouer pleinement leur rôle économique au niveau communautaire. Mais en plus de cela, on a mis en place un jardin école. C'est-à-dire que ce jardin-là va servir d'école au niveau des femmes. Avant même la mise en place de ce jardin-là, on avait confectionné des techniques de jardinage sur table. Comme vous le savez, à Tamba, on fait face vraiment à un problème de terre. Donc, l'alternative qu'on avait trouvée, c'est-à-dire au niveau de la gouvernance, le gouverneur nous avait prêté une partie où on a vraiment accompagné les femmes à travers la mise en place de ces tables-là pour qu'elles puissent maîtriser, trouver des alternatives par rapport à cet aspect-là. Et actuellement, les femmes ont leur jardin vraiment où elles vont travailler au niveau de ces 4 volets-là. L'arboriculture, le maraîchage, l'aviculture et la pisciculture. Parce que normalement, dans les jours à venir, ils vont bénéficier de bassins de pisciculture où elles vont cultiver carrément les poissons au niveau de Tamba. Comme vous le savez, nous n'avons pas de mer ici, pas de marigots pour vraiment jouer pleinement notre rôle dans le cadre de ce secteur-là. Et à ce niveau-là, vraiment, les braves femmes du CCF vont jouer pleinement leur rôle dans ce tissu économique-là. Et actuellement, on avait mis en place aussi 2 plateformes à travers ce projet-là. La plateforme des femmes de Kédougou, de la région de Kédougou, et la plateforme des femmes de la région de Tambacounda. Et ces plateformes-là, vraiment, elles ont mené beaucoup d'activités communes. Et parmi ces activités, elles ont mené une visite d'échange au niveau d'autres zones, comme Toubab Dialao, Ndayan, ainsi de suite, pour découvrir les autres femmes qui s'activent dans d'autres domaines économiques, comme le maraîchage et autres. Maintenant, à leur retour, elles ont commencé à vraiment nouer un échange, c'est-à-dire que économique et autres. Actuellement, le jardin d'école de Tambacounda fournit des légumes aux femmes de Bala, par exemple. Kédougou également, à travers les échanges, il fournit leurs produits là-bas pour les femmes de Tamba, Kédougou et Missirah. Donc il y a ces échanges-là qui existent à travers les plateformes. Et sur le plan politique aussi, on a déroulé pas mal d'activités avec elles à travers les journées, la journée internationale de la femme, la journée de la femme rurale, ainsi de suite. Donc ce sont là des activités qui permettent de les accompagner économiquement et politiquement. Ok. Alors là, je vois que vous déroulez des activités spécifiques pour chaque localité. Alors souvent, donc, entre les femmes, est-ce qu'il y a des échanges d'expérience? Si, il y a des échanges d'expérience, comme je l'avais dit tantôt. Par exemple, les visites d'échange permettent à ces femmes-là de connaître réellement leur niveau.
C'est-à-dire qu'une femme de Tamba qui va à Kédougou, qui va à Bala, et qu'elle découvre vraiment ces femmes-là s'activer pleinement dans le développement de leurs activités économiques, quelque part, elle sera davantage motivée à son retour pour travailler davantage dans son domaine d'activité. Et je crois que ces visites d'échange-là ont beaucoup servi aux femmes-là pour comprendre et s'activer davantage dans leur tissu économique. Alors, au sortir de cette émission, les femmes qui voudraient en fait, ou bien qui voudront intégrer donc votre réseau, alors qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Les femmes qui voudront intégrer le réseau, c'est pas intégrer carrément ActionAid, mais intégrer les instances que les partenaires ont mis en place dans le cadre du programme d'ActionAid et des projets d'ActionAid. Actuellement, on a ces deux plateformes-là. Toute femme qui veut s'activer dans ce programme-là ou dans ces projets-là doit forcément intégrer ces instances. Parce qu'à partir du cercle, on intègre les plateformes. Donc à Tamba, par exemple, on a des cercles Reflection Action au niveau de certains quartiers. Donc ces femmes-là qui voudront intégrer ces plateformes doivent d'abord intégrer les cercles. Et en intégrant les cercles, elles pourront bénéficier des AVEC. Et ces AVEC-là, elles pourront remonter au niveau des unités de transformation mises en place, mais également les jardins d'école qui sont mis en place pour bénéficier de certains localités. Alors, sans transition maintenant, nous allons aborder donc le deuxième programme, c'est-à-dire AFD Bamtal Réobé. Ça, sûrement, c'est en Pulaar. Oui, AFD Bamtal Réobé, comme je l'avais dit tantôt, c'est-à-dire que nous aussi, dans le cadre de nos interventions, on essaie de lier l'international, le national même au local. C'est-à-dire que avant le projet s'appelait juste le projet AFD Bamtal, AFD ActionAid, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas savoir réellement leurs actions au niveau communautaire. C'est à travers le lancement qu'on avait déroulé à Kédougou qu'on a identifié ce nom-là, Bamtal Réobé. Qui veut dire réellement? Bamtal Réobé en pulaar, ça veut dire que Natangé Jigen, c'est-à-dire que l'épanouissement des femmes, ainsi de suite. Donc les femmes, vraiment à travers ce nom-là, elles se sont senties intégrées et le concept les a permis vraiment de comprendre. Vous voulez dire que ce sont les femmes même qui ont donné ce nom-là? Oui, ce sont les femmes donc elles s'y retrouvent réellement? Elles s'y retrouvent. Et c'est ce que nous comptons faire aussi pour les projets à venir. Exactement. Alors il y a un autre projet GAPS, c'est-à-dire le programme de l'agriculture sur la sécurité alimentaire. Ça c'est en vue, j'espère. Bon, GAPS, on a déjà procédé au lancement. Je crois que c'était le mois d'octobre passé. Et maintenant, ce projet-là a une dimension mondiale. Pourquoi je le dis? Il n'intervient pas uniquement au Sénégal. Parce que l'initiative a été démarrée depuis 2010 et c'est en 2016 vraiment qu'ils ont mis en place une initiative pilote qui permet aux différents acteurs du travail, c'est-à-dire les acteurs de la société civile, les petites et moyennes entreprises et les organisations paysannes. Et on a fait le lancement. Ce projet-là va durer 3 ans, à partir de 2018 jusqu'à 2021. Et le montant de ce projet-là s'élève à 1,2 milliard de francs CFA. Donc sur 3 ans, on va dérouler ce programme à travers ski. Mais ce n'est pas un programme qui est supporté carrément par ActionAid Sénégal. Parce que ActionAid Sénégal joue son rôle d'organisation de la société civile dans ce projet-là. On a d'autres acteurs qui travaillent sur les aspects techniques et autres. ActionAid a sa part, mais les autres acteurs aussi ont leur part, comme Enda Pronat, la fédération Yakar Nyaniwouli, Aprovac, FAO et j'en passe. Donc ce sont là les acteurs qui, selon leur domaine spécifique, ils vont travailler dans la réussite de ce projet-là. Mais au niveau du lancement, le gouverneur vraiment avait interpellé l'ensemble des acteurs à ce que le projet-là soit une réussite pour qu'on aspire vraiment à obtenir une autre phase pour le financement de ce projet-là. Alors il y a aussi un autre projet en vue, c'est le projet suédois. Oui, le projet suédois,
il est en cours de négociation. On a des acquis et on compte vraiment dérouler ce projet-là au niveau de Kédougou. Et pourquoi suédois? Suédois, c'est les Suédois qui l'ont financé. Qui l'ont financé. Comme je l'avais dit tantôt, on parlait du projet AFD. C'est AFD qui a financé une partie et Actionaid a financé l'autre partie. Donc on parle de projet suédois. Normalement, quand le projet va être mis en œuvre, on va essayer de trouver un nom local pour vraiment l'attribuer pour qu'il Et là, les domaines d'intervention? On travaille sur l'agroécologie et autres, l'accompagnement des femmes sur l'agriculture et autres, Donc ce projet-là va travailler spécifiquement dans ce domaine-là, Alors je rappelle que notre invité c'est M. Djiby Sow de Actionaid de Sénégal. Alors vous êtes également le point focal communication et engagement des jeunes. Alors sur le plan de la communication, est-ce que Actionaid est en train de réussir ce pari? Sur le plan de la communication, actuellement nous sommes en train de développer une stratégie ou une feuille de route sur le plan de la communication sur nos activités. Par exemple, quand nous menons des activités et qu'on ne communique pas, souvent l'international ou le national même ne saura pas vraiment qu'est-ce que nous sommes en train de faire au niveau des collectivités ou au niveau de nos zones d'intervention. Parce que certains ne peuvent pas recevoir nos rapports. Donc il faut se baser juste à travers nos sites, les informations qu'on va poster, à travers d'autres plateformes comme Twitter, comme Facebook, Instagram et autres. Donc souvent, même nos parrains sont présents au niveau de ces réseaux-là. Donc avant même de les envoyer les correspondances des enfants, eux, ils sauront vraiment qu'est-ce que nous sommes en train de mener en termes d'activité et autres. Mais sur ce plan-là, on travaille aussi avec Actionaid International à travers le développement d'autres plateformes de communication. On a une plateforme interne, mais on a des plateformes qui sont ouvertes comme le site, mais également les pages, ainsi de suite, les pages Facebook et autres. Donc à ce niveau-là, chaque activité que nous menons, nous développons vraiment des communications sur cette activité-là à travers la production de rapports, mais à travers la production de vidéos qu'on va poster pour donner les témoignages des bénéficiaires et autres. Donc sur ce plan-là, nous sommes en train vraiment de travailler pour essayer de vulgariser ce que nous sommes en train de mener en termes d'activité au niveau du terrain en collaboration avec nos partenaires locaux. Alors sur le plan local, je vois que vous n'êtes pas très ouvert sur les radios de la place. Bon, comme vous le savez, souvent les gens aussi n'ont pas cette facilité d'aller vers les radios pour communiquer autre. Souvent, on travaille avec des conventions. On a mis en place des conventions à travers un de nos projets, le projet FAO, qui travaille sur les directives volontaires. Et à ce niveau-là, on travaille pour le moment avec 3 radios, la radio Al-Faïda, Al-Kouma de Tambacounda et la radio communautaire de Kédougou. Et je espérais, dans l'avenir, dans le cadre de la mise en œuvre des autres projets, on va venir vers les radios pour parler davantage avec les communautés, pour qu'ils puissent comprendre réellement nos interventions, mais également qu'est-ce que nous sommes en train de faire réellement en termes d'activité pour les accompagner. Par exemple, une personne ne peut pas du coup avoir une information directement vers Djiby. Donc si Djiby vient au niveau d'une émission et qu'il explique réellement le contenu ou le contour même de ce projet-là, quelque part, l'information permet de résoudre vraiment pas mal de problèmes ou difficultés qu'on a dans le cadre de la mise en œuvre de certaines activités. Mais normalement, vous devez pouvoir faire un bon plaidoyer pour l'extension en fait des médias. Ok. Pour ce faire, c'est-à-dire que pour les médias, on travaille à plusieurs niveaux. On travaille avec les médias online, en ligne, on travaille avec les radios, même les télévisions. Donc pour vraiment travailler avec toute la communauté, il va falloir toucher beaucoup de secteurs. Par exemple, on sait que les jeunes, souvent, ils n'écoutent pas trop les radios, ils sont plutôt au niveau des réseaux sociaux. Donc il faut aller les trouver là-bas pour les donner l'information. Il y a certains qui préfèrent les radios, donc il faut aller les trouver là. D'autres préfèrent les télés, et ainsi de suite. Donc, pour nos cibles, on va essayer de développer des activités de communication à travers vraiment au niveau de ces instances-là, pour vraiment pouvoir vulgariser réellement le contenu de nos activités. Alors, M. Djiby Sow, superviseur national
de Activista. Alors, Activista est venu au Sénégal depuis quand et quelles sont également les activités que ce mouvement a eu à dérouler? Pour ce qui concerne Activista, Activista a été mis en place au niveau de l'international parce qu'à un moment donné, ils ont constaté que les jeunes n'étaient pas impliqués dans leurs activités. Et pour essayer de résoudre ce problème-là, il va falloir les intégrer dans nos activités. Et c'est à ce niveau-là qu'ils ont mis en place cette organisation activiste. Comme son nom l'indique, c'est des activistes. Ils ne vont pas mettre dans la mise en œuvre, mais ils vont accompagner les partenaires et actionnaires dans la vulgarisation, mais dans aussi la conscientisation, la sensibilisation de nos actions pour lutter contre certains phénomènes. Donc le mouvement a été mis en place depuis 2010 et à ActionAid, c'est à partir de 2015 qu'on a commencé à mettre en place les cellules au niveau de nos zones d'intervention. Et en dehors même de nos zones d'intervention, comme je peux citer Tambacounda, qui n'était pas notre zone d'intervention, mais on a tenu quand même à mettre en place l'instance ici pour essayer de jouer le rôle de fédérateur. Parce que comme vous le savez, Tambacounda constitue vraiment un hub pour la zone centre, zone Est, autant pour moi. Donc pour ce faire, on a mis en place la naissance ici pour pouvoir collaborer avec les jeunes de Kédougou, les jeunes de Bala, les jeunes de Misré et autres quoi. Donc au niveau de ces zones-là, à partir de 2015, on avait déjà commencé à mettre en place les instances. Maintenant c'est en 2016 qu'on a mis en place l'instance nationale qui est dirigée actuellement par un jeune de Djilor, Elhaji Mam Moussa Sarr, qui d'ailleurs va représenter Activista Sénégal à Accra du 7 au 9 novembre au niveau du sommet où ils vont travailler sur les ODD, les objectifs du développement par rapport aux 17 ODD. Donc par rapport à ces 17 ODD, ils vont identifier réellement la place des jeunes africains au niveau de la mise en œuvre ou pour répondre même aux préoccupations des communautés. Alors actuellement, quelle est la nouvelle feuille de route de Activista Sénégal? Actuellement, ce que nous comptons faire, c'est-à-dire qu'ils ont déjà, on avait élaboré une feuille de route depuis le début de l'année. Et cette feuille de route-là ne sort pas carrément des activités planifiées par les partenaires. Parce que comme vous le savez, l'instance est mise en place pour accompagner les partenaires pour ce qui est des politiques de jeunes et autres quoi. Donc au niveau de chaque partenaire, on a Activista à leur côté. Et on a dans la planification 2018 identifié certaines activités qu'ils vont dérouler au niveau communautaire, mais également au niveau national à travers la célébration des journées internationales et autres quoi. Donc à ce niveau-là, les partenaires accompagnent davantage le mouvement Activista parce que c'est eux qui planifient, c'est eux qui détiennent aussi les ressources. Actuellement, Activista n'a pas ses ressources propres, donc on dépend carrément des partenaires. Mais dans l'avenir, nous comptons vraiment développer des concepts notes. C'est-à-dire que des projets qu'on va soumettre à d'autres bailleurs en dehors des financements qu'ils reçoivent au niveau des partenaires. Et ça va constituer vraiment une avancée pour que Activista soit autonome en termes d'activité et de plaidoyer au niveau local et jusqu'au niveau national quoi. Ok, alors dès les premières années de Activista, en tout cas au niveau de Tambacounda, la branche donc de Tambacounda en tout cas était très bien partie, mais au bout de quelques années nous avons constaté avec beaucoup de regrets que c'est une léthargie totale. Comme vous le savez, c'est-à-dire que la structure nationale n'a pas encore une assise bien forte pour vraiment essayer de contrôler le fonctionnement vraiment des instances mises en place au niveau local. Et dans ce cadre-là, nous y travaillons avec le coordinateur national pour développer des activités de redynamisation. Je suis déjà interpellé par beaucoup de mouvements au niveau de certaines zones, pas Tamba seulement, au niveau de Koussanar, on sent une léthargie, au niveau de Tamba aussi, on sent une léthargie. À Missira, par exemple, il y avait une léthargie, mais actuellement, le partenaire vraiment a repris les activités en les accompagnant dans les activités de formation
mais également dans les activités de recherche pour connaître réellement les préoccupations des jeunes au niveau de ces localités-là. Peut-être le problème aussi qui peut exister, c'est-à-dire que ça peut venir de l'engagement du partenaire à accompagner ce mouvement-là. Au niveau de Tamba et Kaolack, on n'a pas de partenaire là-bas, mais l'alternative qu'on a trouvée, c'est que le mouvement travaille avec le partenaire le plus proche. Par exemple, le partenaire de Djilor est basé à Kaolack. Là, si on a commencé des négociations et une approche vraiment partenariale entre Activista Kaolack et Aprofes pour qu'ils puissent les accompagner dans le cadre de certaines activités. Comme vous le savez, Aprofes n'intervient pas uniquement à Djilor, ils interviennent à Kaolack, ils interviennent à Thiès et ainsi de suite. Et donc ce mouvement-là peut les accompagner dans certaines activités. Je peux donner un autre exemple comme Activista Matam, où on n'a pas de partenaire. Là aussi, le GRDR compte les accompagner dans le cadre de la mise en œuvre de... Alors, ce que vous dites là, est-ce que les membres de Activista Tambacounda sont très bien informés? Non, c'est-à-dire qu'en matière d'information aussi, on n'a pas tout le temps la possibilité de les réunir. Mais on a quand même essayé, autant se faire se peut, d'intervenir à travers les réseaux sociaux pour montrer quand même l'avancée, les activités que les autres montrent, qui peut inspirer les autres mouvements qui restent en léthargie. Et à ce niveau-là, il existe un groupe WhatsApp où on a toutes les zones sont représentées, y compris la zone de Tambacounda. Donc ils sont présents au niveau de cette plateforme-là, où ils voient vraiment les activités que les autres mènent. Et on a mis en place un autre groupe aussi de coordination. C'est-à-dire que les coordinateurs des zones sont dans ce groupe-là. Donc toute décision politique ou d'orientation est souvent discutée au niveau de ce groupe-là. Et après, on étend l'information au niveau du grand groupe. Et actuellement, le coordinateur est interpellé par rapport à certains aspects au niveau de certains manquements dans certaines zones. Donc à ce niveau-là, on est en train de travailler sur cette possibilité de redynamisation, voire même renouveler les instances au niveau de ces groupes activistes, voire Tamba, ou Koussanar et autres. Alors, en tant que superviseur national, M. Dibisso, donc à quand un partenaire fiable pour Activista Tambacounda? Le partenaire qu'on peut trouver pour Activista Tambacounda, on peut vous trouver deux partenaires même, pas un seul. C'est-à-dire qu'on a Aprovac à côté. On a Ambekoum qui est à côté aussi. Donc ces partenaires-là peuvent se retrouver dans vos actions. Parce que Ambekoum travaille au niveau de Tambacounda. Mais travaille également à Bala. Aprovac travaille à Tamba aussi, mais travaille également à Missira. Donc dans ce cadre-là, je crois que le partenariat avec Activista et ces deux structures-là ne peut que réjouir vraiment les activités qu'on va mener avec les jeunes. Et je crois, si je me rappelle bien, dans les années passées, vous avez mené des activités dans le cadre des actions de plaidoyer pour l'accaparement des terres au niveau de Wassadou. Donc à ce niveau-là, je crois que c'est des actions ou des partenariats qui peuvent se tisser pour accompagner davantage ces mouvements-là, pour que les liens soient solides, pour permettre vraiment aux jeunes d'intégrer les activités d'actionnaires à travers les partenaires, mais également d'être conscients de leur vécu au niveau de leur zone d'intervention. Alors, donc, qu'est-ce que vous attendez pour convoquer une réunion, peut-être pour redynamiser, mais aussi procéder peut-être au renouvellement même des instances d'Activista Tambacounda? Ok, pour le renouvellement, déjà d'ici la fin de l'année, on a déjà commencé le renouvellement. Par exemple, à Niodior, ils ont profité d'une de leurs activités de regroupement pour renouveler leur instance. À Bakel, ils ont déjà renouvelé leur instance. On va procéder petit à petit pour les autres instances. Par exemple, le coordinateur de Tamba n'est plus à Tamba, mais on a une coordinatrice ici. Donc, pour moi, comme on le dirait, les hommes partent, mais les institutions demeurent. Donc, du moment où on a une coordinatrice qui est ici, normalement, elle doit prendre les choses en main. Mais réellement, est-ce que vous l'avez plébiscité? Est-ce que vous l'avez donné toutes les cartes en main? Non, qu'est-ce que vous entendez par carte? Par exemple, nous, à Chenel, on a accompagné jusqu'à la mise en place de l'instance nationale. Et cette instance-là qui doit jouer vraiment son rôle,
vraiment d'accompagnement et d'orientation pour les autres instances. Nous pouvons jouer qu'un rôle d'orientation et de conscientisation. Donc l'instance nationale sera interpellée dans ce sens pour qu'elle identifie les groupes activistes qui ne marchent pas et travaille directement avec les partenaires afin qu'ils renouvellent ces instances-là. Parce que comme vous le savez, si Activista Tamba ne marche pas, Activista Matam ne marche pas, ou Activista Djilor, ainsi de suite, ça, on va dire que Activista Sénégal ne marche pas. Donc à ce niveau-là, on a tout l'intérêt vraiment à ce que toutes les instances puissent marcher pour que vraiment Activista Sénégal puisse jouer pleinement le rôle. Mais je pense que vraiment il y a un contraste dans la mesure où le superviseur national d'Activista réside à Tambacounda et Activista Tambacounda s'enlise. Mais là, c'est incompréhensible. Bon, ça veut dire qu'au niveau de Activista, le coordinateur national habite à Djilor. Par exemple, pour parler un peu de lui, il fut un enfant parrainé. Donc, c'est un enfant qui a cheminé avec ActionAid, mais également avec le partenaire. C'est un enfant qui était parrainé, qui est allé pour devenir le président du Parlement des enfants de Djilor, et par la suite devenir carrément le coordinateur national. Donc, à ce niveau-là, je crois que il n'y a pas de problème. Du moment où on a la possibilité de travailler à distance pour vraiment essayer de résoudre certains problèmes et de respecter le plan d'action qui a été mis en place vraiment pour le respect des engagements. Alors, pour la redynamisation de Activista Tambacounda, alors quel appel vous allez lancer? L'appel que je peux lancer, ça va s'adresser déjà à Activista, puisque c'est une radio déjà de Tambacounda. Donc Activista Tamba est interpellé à sa première personne, la vice-coordinatrice. Donc je l'appelle vraiment dans les jours à venir ou semaines à venir de s'approcher de ActionAid et de voir vraiment quelles sont les activités qu'elle peut mener ou quels sont les engagements qu'elle peut dérouler vraiment pour redynamiser ce groupe-là, en attendant que l'instance nationale l'accompagne dans la redynamisation. Puisque vous n'avez pas de partenaire aussi, on va discuter, l'instance nationale va discuter avec Aprovac et Ambecom et voir comment ils peuvent vous accompagner à travers leur plan d'action pour que vous puissiez vraiment vous regrouper de temps à autre et travailler sur un plan d'action bien déterminé. Alors à l'époque, au niveau de ActionAid, par exemple, quand vous faisiez quelques activités, au moins vous prenez la précaution au moins d'inviter 1 à 2 membres de Activista. Mais maintenant, pratiquement, tel n'est plus le cas. C'est ce qui se fait jusqu'ici. C'est-à-dire que dans le cadre des activités qu'on mène au niveau national, on prend le soin même si c'est Djilor uniquement qui organise, on prend le soin à ce que toutes les autres instances y participent. C'est-à-dire que récemment, on a déroulé la journée internationale de la jeunesse à Kaolack, mais Tamba était représenté et jusqu'à Matam, où on n'a pas de partenaire. Mais également, il y a une autre activité qui a été déroulée à Djilor, où on travaille sur l'engagement des jeunes pour une vie communautaire bien épanouie et autres. Donc à ce niveau-là, Aprofes aussi avait pris le soin d'inviter les autres. Peut-être que c'était une invitation qui a été adressée à Activista Tamba et le coordinateur national n'était pas, le coordinateur de Tamba n'était pas présent. Il avait délégué une autre personne qui n'avait pas pu participer à la dernière minute. Donc c'est juste à niveau de cette activité qu'on n'a pas noté la présence d'Activista Tamba au niveau de cette activité. J'ai pas compris aussi au niveau de ActionAid de Tambacounda pourquoi en fait le personnel est très instable. Bon, c'est des aménagements qu'on est en train d'effectuer au niveau de ActionAid International. Souvent, c'est des projets qui finissent aussi. Donc, l'instance est obligée quand même de libérer ses staffs. Donc, à ce niveau-là, je crois que c'est un fonctionnement normal d'une organisation, que les hommes partent et d'autres viennent, et ainsi de suite. Alors, vous êtes aussi le point focal engagement des jeunes. Oui, engagement des jeunes renvoie à Activista. Donc ActionAid, ils ont mis en place ce point focal-là pour essayer de jouer le lien entre le local, national et l'international. Parce que comme vous le savez, ActionAid
Activista n'est pas uniquement présent au niveau au Sénégal. Donc nous sommes présents au niveau de la Gambie, ainsi de suite. Et il y a une instance qui nous fédère au niveau international. Et pour jouer ce lien-là, et pour faire aussi comprendre aux partenaires que c'est une instance qui va jouer pleinement son rôle dans le cadre de l'accompagnement des jeunes. Donc quelque part, on a mis en place un point focal là pour accompagner les partenaires et les instances qui sont mis en place. Donc on n'a pas la vocation de contrôler carrément Activista National, mais Activista est une instance carrément autonome qui travaille avec ActionAid et qui travaille avec les partenaires au niveau local. Donc nous faisons que jouer le rôle de lien et d'orientation s'il y a des politiques et ainsi de suite. Parce que récemment, pour la participation au deuxième sommet africain sur les ODD, donc à ce niveau-là, nous avons essayé aussi de travailler avec d'autres partenaires pour qu'ils accompagnent les jeunes à ce qu'ils identifient réellement leur rôle au niveau de ces 17 ODD. Alors, avec ActionAid, est-ce que les communautés peuvent continuer à rêver? Est-ce que vous avez des lendemains sûrs? Oui, comme je peux le dire, on a des lendemains sûrs. Le Sénégal constitue un hub au niveau régional. Et ActionAid International a la chance d'avoir une structure qui est là sur place. Donc, ils peuvent bénéficier de ce hub-là en venant s'installer au Sénégal. Donc, la bonne marche de ActionAid va continuer et vraiment nous allons bénéficier d'autres projets et étendre même nos interventions et renforcer vraiment les acquis qu'on a sur place. Donc je crois que rassurez-vous, à ce niveau-là, ActionAid va continuer à mener ses activités à travers des financements du parrainage, mais également à travers les financements qu'on reçoit d'autres projets, comme les projets qui s'annoncent, les Suédois, le projet GAFT qui va démarrer à partir de décembre et autres quoi. Et d'autres projets vont venir également. Alors est-ce que ActionAid a un slogan? Vous croyez en quoi réellement? Non, c'est-à-dire que notre croyance, c'est-à-dire que la pauvreté, c'est pas une fatalité. C'est juste une succession d'inégalités qui conduit à ce que les personnes soient pauvres. Donc si ces inégalités, si on lutte contre ces inégalités, quelque part on essaie de résoudre la pauvreté. Il faut essayer de voir quels sont ces droits qui sont bafoués pour lutter contre ces droits. Ok, alors le temps est épuisé. Alors votre dernier mot? Mon dernier mot d'abord c'est remercier, vous remercier d'abord, mais également remercier l'équipe technique qui est sur place. Mais vraiment remercier mes collègues d'ActionAid ici à Tamba, mais aussi à Dakar, qui nous accompagnent vraiment dans la mise en œuvre, mais également remercier aussi les partenaires au niveau de nos zones d'intervention. Donc, comme je vous l'avais dit tantôt, donc, je crois que nous avons des lendemains meilleurs par rapport au mouvement, l'accompagnement des femmes, et ainsi de suite, les plateformes qui existent et autres quoi. Donc à ce niveau-là, vraiment, je compte, puisque je travaille dans le domaine de la communication, donc à ce niveau-là, je vais travailler avec l'instance nationale pour essayer de nouer des partenariats, des conventions avec les radios locales qui existent sur place, pour vulgariser davantage, même si je ne suis pas présent, mais les bénéficiaires peuvent venir et exposer vraiment les avancées ou même les difficultés qu'ils rencontrent dans le cadre de la mise en œuvre de certaines activités. Et on compte le faire vraiment pour l'ensemble de nos zones d'intervention. Alors, et qu'est-ce que vous pensez enfin de cette initiative, la radio Betawe? La radio Betawe, je crois que c'est une initiative vraiment à saluer. Du coup, c'est une radio qui permet non seulement de travailler sur les aspects culturels, mais également la conscientisation des communautés et d'étendre l'information que les partenaires font au niveau des collectivités. Donc à ce niveau-là, j'appelle vraiment tous les partenaires qui sont aux alentours de cette radio-là pour venir vraiment travailler avec cette radio, pour la soutenir davantage. Donc c'est une initiative vraiment sérieuse qui a été mise en place à travers un de nos partenaires, le GADEC. Donc à ce niveau-là, si on soutient la radio, quelque part on soutient carrément les actions de ce partenaire-là. Merci M. Djibisow, chargé de parrainage au niveau de ActionAid Sénégal. En tout cas, ça a été un plaisir. Revenez quand vous voulez. Je rappelle à la cabine technique M. Seydou Diop à la présentation Keba Kébé. Bon dimanche prochainement. Merci.